Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 4.8. Je suis à la page 517 du livre. Je commence avec le 4.8.1. Donc, on nous donne des informations sur la Terre. On dit que la Terre se déplace à 29,7 km par seconde sur son orbite autour du Soleil et qu'en même temps, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Hein? Bien sûr, ça, c'est la définition d'une journée, justement. Ensuite, on donne la masse de la Terre et le moment d'inertie qu'on a déjà calculé là, dans la section 4.7.1. Première question. Quelle est l'énergie cinétique totale de la Terre pour un observateur immobile par rapport au Soleil? Bon. Très bien. L'énergie cinétique totale de la Terre, c'est qu'il faut comprendre que la Terre se déplace autour du Soleil, donc elle aura une énergie cinétique de translation, mais en même temps, elle tourne sur elle-même, la Terre. Donc, elle aura aussi une énergie cinétique de rotation. L'énergie cinétique de translation, c'est 1/2 masse fois vitesse au carré, et l'énergie cinétique de rotation, c'est 1/2 moment d'inertie de la Terre fois oméga carré. Je vais faire un petit détour ici juste pour venir calculer la vitesse angulaire oméga qu'on veut en radians par seconde, parce que dans l'énoncé, on dit que ça prend un tour pour faire 24 heures, mais c'est pas dans les unités qu'on veut, ça. Donc, vitesse angulaire, c'est une variation de position angulaire par unité de temps. On sait que la Terre fait un tour, et un tour, c'est 2 pieds radians. Divisé par 24 heures, mais je veux pas des heures, moi je veux des secondes. Fait que je vais convertir des heures, 24 heures, en 60 minutes, en 60 secondes. Donc ça me donne une vitesse angulaire de 7,272 fois 10 à la moins 5 radians par seconde. Ça aussi, on avait trouvé cette valeur-là là, dans l'exercice 4.7.1. Alors, à partir de là, je peux remplacer les valeurs. 1/2 fois la masse de la Terre, qui est de 5,98 fois 10 à la 24, fois la vitesse de la Terre. On dit, sa vitesse de déplacement, là, bien entendu, on dit 29,7 km/s. Moi, je veux des unités de mètres par seconde, parce que je veux des énergies en joules. Donc, 29,7 km/s, c'est comme 29 700 mètres par seconde. Hein? On a juste fait 29,7 fois 1000 pour l'avoir en mètres par seconde. Et ça, c'est élevé au carré. Plus 1/2 fois le moment d'inertie. Bon, moment d'inertie, on n'aura pas besoin de le calculer ici parce qu'on l'avait déjà fait à l'exercice 4.7.1. Donc, on fait juste récupérer la valeur, là, 8,03 fois 10 à la 37. Fois ma vitesse angulaire que je viens de calculer juste à côté, là, qui donnait 7,272 fois 10 à la moins 5, mais élevé au carré. Voilà. Donc, c'est le calcul que j'ai à faire, et ça donne 2,637 fois 10 à la 33 joules. C'est l'énergie cinétique totale de la Terre. Voilà. B. Quelle fraction de cette énergie est associée à la rotation de la Terre sur elle-même? Donc, dans le fond, on nous demande la proportion. Quelle fraction? Je vais l'écrire comme ça, là, c'était peut-être un peu mal écrit, mais à défaut d'avoir quelque chose de mieux. La fraction qui est associée à l'énergie de rotation, c'est 1/2 fois le moment d'inertie. Dans le fond, je reprends ce terme-là, ici, là, lui, là. C'est 1/2 fois 8,03 fois 10 à la 37 fois 7,272 fois 10 à la moins 5 élevé au carré. Tout ça divisé par la valeur d'énergie cinétique totale, qui est 2,637 fois 10 à la 33. Donc, on fait le calcul, ça va me donner un rapport hein, en pourcent. Ça donne 0,008%. On voit que c'est vraiment pas beaucoup. Donc, ce que ça nous apprend, en fait, c'est que la principale énergie cinétique de la planète Terre vient de son déplacement et non pas de sa rotation sur elle-même. Numéro 2. Une sphère pleine de 15 cm de rayon, dont la masse est 5 kg, est initialement au repos en haut d'un plan incliné de 10 mètres de longueur inclinée à 20 degrés par rapport à l'horizontale. Elle roule sans glisser jusqu'en bas. En A, calculer son énergie cinétique totale lorsqu'elle arrive en bas du plan. Très bien. Donc, c'est un problème
de conservation d'énergie. On en a déjà fait plusieurs. C'est juste que la différence ici, on va rajouter un type d'énergie qui est la vitesse de rotation sur elle-même. Donc, c'est une sphère pleine. On va supposer qu'elle commence ici en haut. Je vais me prendre un axe Y. En énergie, on n'a pas le choix de prendre un axe Y qui pointe vers le haut. Hein. On ne peut pas incliner notre système d'axes comme on faisait au chapitre 2. Je vais prendre Y égale à 0 quand la sphère arrive en bas du plan incliné, puis je vais supposer qu'elle commence à une certaine hauteur que nous devrons calculer. Ouais, parce que la longueur du plan incliné, autrement dit de là jusqu'à là, ça c'est 10 mètres. Mais puisque je connais l'inclinaison du plan incliné, je peux venir trouver la hauteur. La hauteur Y initiale, qui va être simplement ce côté-là. Là, hein? Donc, c'est le côté qui est opposé à l'angle de 20 degrés. Donc, ce sera 10 fois sin de 20. Ça va être mon Y final. Puis celui en bas ici, ça va être mon Y initial. Au point initial, ma vitesse initiale, c'est égal à 0. Et donc, ma vitesse angulaire initiale, c'est égal à 0. Mais quand la sphère va être rendue en bas, ben là, on va avoir des vitesses. Alors, on cherche l'énergie cinétique finale. L'énergie cinétique finale contient deux termes, un terme de translation et un terme de rotation. Alors, pour trouver ça, on va faire notre conservation d'énergie. Initialement, je n'ai pas de vitesse, donc je n'ai pas d'énergie cinétique. À la fin, quand la sphère est rendue en bas du plan incliné, je n'ai pas d'énergie potentielle gravitationnelle, donc ça vaut 0. Et le travail non conservatif, ça vaut 0 parce que le frottement n'enlève pas d'énergie, il permet seulement de transformer une partie de l'énergie potentielle initiale en énergie cinétique de rotation. Donc ça n'enlève même pas d'énergie à la sphère ici. Puis, comme d'habitude, la normale fait un travail non conservatif égal à 0 parce que l'angle entre le déplacement puis la normale, c'est égal à 90. Donc, cos de 90, ça donne 0. OK. U initial, c'est mgy initial égale K final. Puis moi, je cherche K final. Fait que je pourrais développer K final, mais je veux pas parce que la question, c'est juste de trouver K final total. Fait que je laisse ça comme ça. Je mets les informations, masse de 5, G ça vaut 9.8, Y initial, on a dit c'était 10 sin de 20. Égal à K final, et donc on fait le calcul, K final est égal à 167,6 joules. Voilà, pour le A. Pour le B maintenant, quelle est son énergie cinétique de rotation lorsqu'elle arrive en bas du plan incliné? Très bien. Donc cette énergie cinétique finale-là, je sais que c'est une combinaison d'énergie cinétique de translation avec une énergie cinétique de rotation. Je vais devoir développer ça pour venir trouver c'est quoi mes vitesses finales de rotation et vitesse finale de translation. Donc je sais que mon K final total, ça vaut 167,6. C'est ça que je viens de trouver. K de translation, comme d'habitude, c'est 1/2 masse fois vitesse au carré. Et K de rotation, c'est 1/2 moment d'inertie fois oméga au carré. C'était vitesse finale, oméga finale. 167,6 égale à 1/2 masse de 5 fois vitesse finale au carré plus 1/2. Le moment d'inertie de mon objet, là, il faut que j'aille le calculer. C'est une sphère pleine, et le moment d'inertie d'une sphère pleine, quand on va voir dans notre feuille de formule, c'est 2/5 fois la masse de la sphère fois le rayon de la sphère au carré. Fois la vitesse angulaire finale, je ne sais pas ce que c'est, mais je peux la remplacer par ma petite équation de transfert. On se rappellera que V c'est égal à R oméga, donc oméga c'est égal à V sur R. Dans ce cas-ci, mon petit r, c'est égal au rayon de la sphère. Donc, VR sur R, tout ça élevé au carré. Okay? Fait que là, ici, je vais avoir des choses qui vont s'annuler. Parce que j'ai un R au carré ici, puis j'ai un R au dénominateur ici, qui lui aussi va être élevé au carré. Autrement dit, le R carré qui est là va annuler le R au carré qui est en bas au dénominateur. Okay? Après ça, ben, il me reste juste à remplacer les choses. Il me reste juste la masse là, à remplacer, en fait. Là.
Ça donne 2,5 VF carré, plus là, la masse, ça vaut 5, donc 5 sur 5, ça donne 1. Qui reste VF carré. Masse, regardez, si vous n'avez pas suivi, là, la masse, ça vaut 5, donc le 5 annule le 5 qui est là, il reste juste VF carré. Voilà. Fait que là, dans cette équation-là, on isole vitesse finale. Ça donne 6,92 mètres par seconde. Et la question, c'est de trouver la vitesse. Pardon. C'est de trouver l'énergie cinétique de rotation. C'est ça qu'on nous demande. Puis on vient de trouver l'équation de ça. C'est 1/2 fois 2/5 fois la masse de 5 fois rayon au carré. Je ne mets pas le rayon parce que ça va encore une fois s'annuler. Fois vitesse finale de 6,92 divisé par R, tout ça élevé au carré. Fait que là, comme tantôt, rayon au carré annule rayon au carré, le 2 qui est ici annule le 2 qui est là, la masse de 5 annule le dénominateur qui est 5. Donc, corotation, c'est 6,92 au carré, finalement. Donc, ça donne 47,89 joules, et c'est la réponse du B. Numéro 7. OK. Numéro 7, les problèmes comme ça, on en a fait plusieurs là, à la section 4.7 avec la somme des forces et la somme des moments de force. Mais ici, on va essentiellement faire le même type de problème, mais on va passer par une autre méthode, c'est-à-dire la méthode de conservation d'énergie. Alors, on donne les masses des blocs A, des blocs B et du cylindre C, qu'on suppose être un cylindre plein. En A, si le système est initialement immobile et que la corde entraîne le cylindre sans glisser, quel est le module de la vitesse des blocs lorsque le bloc A est tombé de 5 cm par rapport à sa position initiale? Bon, ben, très bien. Donc, juste rapidement, comprendre ce qui se passe. Le bloc A est ici, le bloc B est ici. Le bloc A, c'est le plus lourd, donc c'est le bloc A qui va descendre vers le bas et ça va donc entraîner le bloc B vers le haut. Quand je fais un problème par énergie, par contre, j'ai pas le choix, il faut que je prenne un axe Y qui pointe vers le haut. Sauf que je peux prendre un axe Y différent pour chaque bloc. Dans le fond, ce qui change, c'est la position, c'est mon niveau de référence Y égale à 0. Fait que pour mon bloc A, je vais utiliser mon axe Y de gauche, puis je vais dire que sa position initiale, Y initiale du bloc A, c'est 0. Pour le bloc B, ben, même chose, je vais dire que c'est 0. Ça, c'est mon Y initial pour le bloc B. Là, ce qui arrive, c'est que mon bloc A va descendre d'une certaine distance, qui est de 5 cm. Ça veut dire qu'un peu plus tard, le bloc A, il va être rendu ici, à sa position finale de moins 0,05. Parce que mon axe Y, je la gradue en mètres, là. Donc, elle descend de 5 cm. Ça, c'est mon Y final du bloc A. Pendant ce temps-là, le bloc B, lui, il aura monté de 5 cm. Donc, la position finale du bloc B est de 0,05. Ça, c'est sa position finale du bloc B. Voilà. Ça, c'est important de comprendre ça. Ne serait-ce que pour insérer le bon signe dans la position finale du bloc A versus la position finale du bloc B. Après ça, ben, on passe par conservation d'énergie. K initial plus U initial plus le travail non conservatif égale K final plus U final. Initialement, il n'y a rien qui bouge parce qu'on dit que le système part du repos. Donc, K initial, ça vaut 0. Initialement, mes deux blocs sont à la position Y initiale égale à 0, fait que U initial, ça vaut 0. Et j'ai pas de travaux non conservatifs parce que, encore une fois, le frottement ici est responsable du fait que le cylindre se met à tourner. Donc, ça n'enlève pas d'énergie du système, ça fait juste transférer une partie de l'énergie en énergie cinétique de rotation. Donc, mon énergie totale initiale, c'est 0. Du côté final, par contre, ben là, je vais avoir une énergie cinétique qui correspond à l'addition des énergies cinétiques de translation des deux blocs, parce que les blocs se déplacent, et l'énergie cinétique de rotation du cylindre. Le cylindre ne se déplace pas, mais il tourne sur lui-même, donc il y a l'énergie cinétique d'accumuler là-dedans. Donc, on écrit 1/2 masse du bloc A fois vitesse du bloc A au carré, plus 1/2
masse du bloc B fois vitesse du bloc B au carré. Ça, c'est les énergies cinétiques de translation des blocs. Et l'énergie cinétique de rotation du cylindre, ça va être 1/2 moment d'inertie du cylindre fois vitesse du cylindre angulaire au carré. Ça, c'est mon KF. Et mon UF maintenant, ben, on comprend que mon cylindre reste toujours à la même hauteur, donc il n'y aura pas de variation d'énergie potentielle gravitationnelle. Mais les deux blocs, eux, oui. Donc je vais avoir une énergie potentielle gravitationnelle finale pour le bloc A, qui sera MAGY finale A. Et la même chose pour B. MBGY finale B. OK? Donc ça, c'est ce que je dois calculer. Donc 0 égale 1/2 fois la masse du bloc A qui est de 3. Bon, et là, vous voyez, j'ai mis des indices pour VA et VB. Mais la réalité, c'est que leur vitesse va être exactement la même. Parce que je vais laisser tomber les indices parce que ça va être la même puisque ils sont reliés par une corde. Fait que tu dis que si le bloc A se déplace à 3 mètres par seconde vers le bas, ça implique nécessairement que le bloc B, lui, il va monter d'une vitesse de 3 mètres par seconde. Okay? Et étant donné que c'est une énergie cinétique, le signe, ou plutôt la direction de la vitesse, ne change rien parce qu'on doit prendre de toute façon la grandeur de la vitesse du bloc A et la grandeur de la vitesse du bloc B. Fait que tout ça pour dire que je vais juste écrire V, comme ça. C'est un inconnu, mais je l'appelle V. C'est plus nécessaire de mettre VA parce que les deux, c'est la même vitesse. Demi, vitesse de 2 fois, encore une fois, V carré. Plus 1/2. Moment d'inertie de la poulie, sachant que c'est un cylindre plein, c'est 1/2 fois la masse du cylindre, qui est 4, fois rayon du cylindre au carré. Et comme tantôt, j'utilise mon petite équation de transfert pour transformer tout de suite ma vitesse angulaire en vitesse divisée par rayon. Tout ça élevé au carré. Plus masse du bloc A, qui est 3, fois 9,8, fois Y final A. Là, c'est là qu'on vient utiliser ça. Là. Vous voyez, c'est moins 0,05. Très important. Donc, fois moins 0,05. Plus masse du bloc B fois 9,8. Et Y final B, c'était plus 0,05. Voilà. OK. Donc, je reviens ici voir mon terme de rotation. Là. Encore une fois, R carré va annuler le R élevé au carré. Le 4 qui est ici va annuler le 1/2 et le 1/2. 1/2, ça fait un quart fois 4, ça fait 1. Voilà. Il me reste juste V carré. Donc, mes termes ici, dans le fond, c'est 1,5 V carré plus le 2 annule le 1/2 V carré plus, mon terme de rotation, il me reste seulement V carré moins mon 3 fois 9,8 fois moins 0,05, ça donne 1,47, plus le terme d'après qui est 0,98. Vous voyez que mon seul inconnu dans cette équation-là, c'est la vitesse finale des blocs. Finalement, on trouve, j'isole V, on trouve 0,3742 mètres par seconde. Et c'est ma réponse au A. C'est avec le B maintenant. Même question, mais en supposant cette fois qu'il n'y a aucun frottement entre la corde et le cylindre. OK. S'il n'y a pas de frottement entre la corde et le cylindre, tout ce que ça change, c'est que le cylindre ne se mettra pas à tourner. Hein? S'il n'y a pas de frottement, la corde va juste se déplacer par-dessus le cylindre sans l'entraîner dans une rotation. Fait que ce que ça change, c'est un terme seulement dans ma conservation de l'énergie. Parce que je commence de la même façon. K initial, c'est 0, ça ne bouge pas. U initial, c'est 0 parce que mes blocs sont à la position initiale. Pas de travaux non conservatifs non plus, parce que là, soudainement, on a enlevé le frottement de toute façon, et la tension dans la corde est une force interne. Donc 0 égale. Et là, mon K final, il va seulement contenir 1/2 masse de A fois vitesse au carré, 1/2 masse de B fois vitesse au carré. Vous voyez, j'ai plus mon terme de rotation, parce que mon cylindre ne tourne pas dans cette situation-ci. Puis après ça, j'ai MAGY finale de A plus MB,
BGY final de B. Okay? Et tous ces termes-là, c'est exactement les mêmes que ceux que j'ai calculés précédemment. Donc, c'est-à-dire que le premier, ça va donner 1,5 V carré. Le deuxième va donner V carré. Le troisième va donner moins 1,47. Et le quatrième, plus 0,98. OK, vous voyez, on reconnaît exactement ces termes-là qu'on avait ici. C'est juste qu'il manque un V carré. Ben oui, parce que le V carré qui manque, c'était celui associé à la rotation. Donc, c'est la seule chose que ça change au point de vue des calculs. On vient isoler la vitesse finale et ça me donne la réponse 0,4427 mètres par seconde.